S'il est une œuvre emblématique du génie et de la personnalité de Beethoven, celle de la seconde période dite héroïque, c'est bien l'ouverture de Coriolan. D'ailleurs, cela n'échappa pas à l'un de ses contemporains, Johann Friedrich Reichardt, compositeur et musicologue allemand, mort en 1814, ami de Goethe, qui dira, après avoir entendu cette ouverture en 1808, à Vienne, je cite, « Je fis la remarque que Beethoven s'y décrit lui-même encore mieux que son héros. » Fin de citation. Il s'agit d'une musique que Beethoven composa au début de l'année 1807, c'est-à-dire à l'âge de 37 ans, inspiré qu'il fut par la pièce de son ami Heinrich Joseph von Collin, représentée au Burgtheater de Vienne, sans musique, en 1802. La trame de cette pièce s'inspire librement du livre de Plutarque, Les vies parallèles, écrit en grec dans les années 100 et 120 après Jésus-Christ, et n'a que peu de rapport avec la pièce écrite par Shakespeare en 1607, intitulée Coriolanus. Plutarque était né en Grèce. Son héros, Caius Marcius, appelé Coriolan, est un général romain au destin tragique, ayant inspiré à la fois Shakespeare et le Viennois Heinrich von Collin, pour finalement devenir célèbre grâce à la puissante musique de l'allemand Beethoven. Bel exemple de ce que l'art européen a produit de meilleur. À ce stade, il convient de dire quelques mots de ce personnage, tel qu'il est présenté par Plutarque, puis par Shakespeare, deux auteurs familiers de Beethoven qu'il admirait profondément. L'énorme livre Les vies parallèles de Plutarque est la base de toute connaissance de ce personnage charismatique et romanesque. L'histoire se situe au milieu du 5e siècle avant Jésus-Christ, pendant cette république romaine qui dura de -509 à -27. Fondée en -753, Rome n'est encore qu'un petit État qui sort de la domination étrusque et qui n'a pas encore constitué l'immense empire qui sera le sien par la suite. Situé à 25 km en amont de la mer, traversé par le Tibre, un fleuve au débit rapide, entouré de collines verdoyantes, Rome, encerclée d'ennemis, particulièrement les Samnites à l'est et les Volsques au sud, part à la conquête de l'Italie et cherche à étendre son influence. Le service militaire constituait un élément majeur de la vie des citoyens romains. Polyvalente et très disciplinée, l'armée romaine était le fer de lance de la cité et les généraux jouissaient alors d'un grand prestige. Mais l'avènement de la République entraîna un ralentissement de l'économie, les guerres incessantes, une baisse des récoltes. La société romaine était organisée en deux classes sociales distinctes et à bien des égards opposées. Les patriciens, issus des plus anciennes familles, propriétaires terriens, constituaient l'élite aristocratique de Rome. Ils tenaient leur influence non pas tant de leur richesse, mais de leur naissance, et contrôlaient les principaux leviers du pouvoir, notamment le Sénat et les deux consuls, représentant l'exécutif, héritier du pouvoir royal. Même si on comptait quelques familles riches chez les plébéiens, ils concentraient l'essentiel de la richesse. Et au début de la République, seuls les patriciens, auréolés de la gloire de leurs ancêtres, pouvaient accéder à la noblesse. Les plébéiens, c'est-à-dire le peuple, constituaient 90% de la population. En 494 avant Jésus-Christ, ils menacèrent de faire sécession et de quitter Rome. Pourtant, certains d'entre eux possédaient grande fortune et jouaient un rôle actif au sein de la société romaine. Peu à peu, et sous leur pression, ils obtinrent d'être représentés par deux officiers, appelés les tribuns de la plèbe, chargés de défendre leurs intérêts. En 449 avant Jésus-Christ, le nombre des tribuns augmenta pour passer à 10, et le pouvoir d'influence de la plèbe ne cessa de croître au fil des années. Rappelons également qu'ils constituaient le gros des effectifs de l'armée romaine, une des forces centrales de la société de l'époque, et que le mariage entre personnes issues de ces deux ordres différents fut rendu possible à partir de 445 avant Jésus-Christ, ce qui contribua également à faire perdre aux patriciens le monopole du pouvoir. C'est dans ce contexte que se situe l'histoire du général romain Caius Marcius,
tels que narrés par Plutarque dans ses vies parallèles. Plutarque, auteur prolifique, professeur réputé, notable de l'Empire romain, récapitule l'histoire de la Grèce et de la Rome antique au travers de portraits croisés de ses plus grands héros, établissant ainsi à la fois des parallèles, par exemple dans le cas qui nous occupe entre le romain Coriolan et le grec Alcibiade, et des remarques d'ordre philosophique ou moral. Pour lui, l'homme se définit avant tout par ses actions et ses valeurs. La nature humaine n'offre jamais aucun caractère dont la vertu soit pure et indiscutable, écrit-il. Notons que ces vies parallèles inspireront fortement Jean-Jacques Rousseau, le jeune Bonaparte, et que ce livre comptait parmi les préférés de Beethoven, qui l'annota à maints endroits. Plutarque dresse donc un portrait nuancé et complexe de ce général romain appelé Caius Marcius. Il faut préciser d'emblée qu'il appartient à la classe des patriciens, mais orphelin de père et élevé par une mère Volumnia à la forte personnalité, et qui resta veuve jusqu'à la fin de sa vie. Caius Marcius est avant tout un militaire. Il a, nous dit Plutarque, une passion exceptionnelle pour la chose militaire. Doté d'une grande force physique, courageux, téméraire, il aime la guerre, s'y exprime pleinement, avec un grand sens de l'honneur, mais aussi beaucoup de froideur, parfois même de violence. Il est encore adolescent lorsqu'il mène sa première campagne et qu'il démontre toutes ses qualités, ce qui lui vaut une décoration prestigieuse, la couronne de chêne, l'équivalent de ce que sera la croix de fer allemande. Il est par ailleurs très intelligent, doté d'une grande force et fermeté de caractère. Excellent orateur, il sait convaincre et entraîner ses troupes. Implacable dans ses combats, il fait preuve ensuite de désintéressement, de probité et s'oppose au pillage. On admire sa vertu, plus encore que son autorité, et cela lui vaut le respect de ses ennemis. Ce sont toutes ces qualités qui le feront remarquer par sa hiérarchie pendant la campagne menée contre une peuplade ennemie du sud de Rome, les Volsques. Il est alors fait général, et ses supérieurs le nomment alors Coriolan, en référence au nom de la capitale de la peuplade des Volsques, Corioles. Et ses supérieurs hiérarchiques sont pleins d'admiration alors et de reconnaissance envers ses exploits guerriers. Mais sa plus grande gloire, sa plus grande joie, nous dit Plutarque, c'est la reconnaissance de sa mère, à son retour. C'est de la voir fière de son fils unique et orphelin. C'est d'ailleurs avec l'assentiment de sa mère qu'il se marie avec Vergilia, et que le couple, bientôt avec enfants, vivra sous le même toit. À cette période de l'Empire romain, où les vertus militaires, courage, probité et honneur étaient mises en avant, Coriolan pouvait espérer une brillante carrière civile à Rome, sénateur et pourquoi pas consul. D'autant qu'il enchaîna d'autres brillantes campagnes, contribuant ainsi à accroître les territoires dominés par la ville éternelle. Mais un obstacle majeur, tenant à sa personnalité, venait contrecarrer cette ambition politique. De retour à Rome, ses travers apparaissent très vite et suscitent l'ire, le rejet de la plupart des plébéiens de la cité. Plutarque en dresse la liste, et elle en dit long sur l'hubris du personnage, sur sa démesure. Rigide et sans nuance, écrit-il, il confond le champ de bataille et la vie de la cité. Il veut vaincre et dominer tout le monde. D'un orgueil démesuré, il est arrogant, rigide, coléreux et querelleur, parfois grossier, et il n'a que mépris pour la plèbe, donc pour le peuple. Par un doux euphémisme, Plutarque écrit, je cite, « De tels hommes refusent de faire leur cour à la foule. » Et c'est bien ce qui entraînera son bannissement, puis sa perte. D'autant qu'à cette période, de fortes dissensions règnent au sein de la société romaine, une sorte de lutte des classes qui se manifeste par des émeutes, des protestations contre le poids de la dette, la vie chère, le pouvoir des usuriers. Alors que le Sénat soutient les patriciens contre la plèbe, Caius Marcius se porte vers les extrêmes et ne veut faire aucune concession aux pauvres, il plaide pour le rétablissement de l'ordre. Alors que la plèbe obtient la nomination de 5 magistrats,
5 tribuns, dotés de pouvoirs judiciaires, il s'oppose à cette décision qui renforce le pouvoir de la plèbe et qu'il voit comme une menace aux dépens de sa classe, celle des patriciens. Croyant sa bonne étoile et au prestige dû à ses brillantes campagnes, il se porte alors candidat au consulat. Sa façon de procéder est plus que maladroite. Il fait son entrée sur le forum en grande pompe, accompagné d'une corde de patriciens, et montre ses blessures à la foule. Une telle démonstration de force et de virilité heurte profondément la plèbe qui pressent le dictateur. Les choses iront de mal en pis et l'exaspération de la plèbe croissante, la violence des propos tenus dans les deux camps également. Sicinius, le plus audacieux des tribuns de la plèbe, ira même jusqu'à proclamer sa condamnation à mort. Sa demande rejetée, il exige une audience de jugement le 3e jour du marché. Les choses se corsent. On l'accuse alors d'aspirer à la tyrannie et d'avoir fraudé le fisc au profit de ses soldats à Antium. Ces accusations sont fausses, mais Marcius, dévoré d'orgueil, reste imperturbable et traite ces accusations par le mépris. La plèbe étant alors majoritaire, il est condamné à l'exil à perpétuité, lui le héros de la nation. Le peuple exulte, il a obtenu victoire. Les membres du Sénat sont consternés. Coriolan se rend alors à son domicile chez sa mère. Il l'embrasse, serre sa femme dans ses bras, quitte la ville, plein de colère et de rancœur. C'est décidé. Avec l'aide de ses anciens ennemis, les Volsques, il fera la guerre aux Romains et viendra détruire Rome pour se venger de cette humiliation. Se rendant immédiatement dans la maison de son ancien ennemi, Tullius Attius, très populaire auprès des Volsques, il obtient très vite son soutien pour monter une armée au service de son objectif. Entre-temps, à Rome, le désordre ne fait que s'accroître. Les divisions entre plébéiens et patriciens s'accentuent. Les patriciens reprochant aux plébéiens ce bannissement jugé injuste de Caius Marcius. Coriolan ne tarde pas à monter une armée et à reconquérir les territoires perdus par les Volsques au cours des guerres antérieures. Il soumet plusieurs villes latines, certaines colonies romaines, parfois avec violence, sauvagerie, réduisant ses ennemis en esclavage. Mais malgré cela, son nom est désormais connu dans toute l'Italie. Il est auréolé de gloire. La nouvelle de l'avancée de ses troupes vers Rome sème la panique dans la cité, d'autant que Coriolan a établi son camp à 8 km de la ville. Les Romains ont beau envoyer plusieurs ambassades pour négocier son retour dans sa patrie au prix d'un renoncement à la guerre, rien n'y fait, car plein de rancœur, il se montre froid, arrogant, inflexible. C'est alors qu'un groupe de femmes, apeurées, se rend au domicile de la mère de Coriolan, Volumnia, pour la prier d'aller trouver son fils et de le dissuader de poursuivre son projet meurtrier. La mère et la femme de Coriolan se mirent immédiatement en route et se rendirent au camp des Volsques, accompagnés de quelques autres femmes romaines. Ce qui se passa alors est fondamental pour qui veut comprendre le drame vécu par Coriolan lui-même. D'autant que Richard Wagner, ayant dirigé cette ouverture à de nombreuses reprises, la voyait comme la description musicale de ce moment décisif où tout bascule dans l'esprit du héros. La scène mérite qu'on s'y arrête. En les voyant approcher, Coriolan tenta bien de rester inflexible. Mais un grand trouble et surtout une immense émotion le submergea. Il se précipita alors vers elle, serra longuement sa mère dans ses bras, embrassa tendrement sa femme et ses enfants, les yeux remplis de larmes. Il s'abandonnait à l'émotion comme à un flot impétueux, écrit Plutarque. Mais un dilemme se pose alors, énoncé par sa mère. « Comment allons-nous faire désormais, lui dit-elle, mon cher fils, car comment demander aux dieux la victoire pour notre patrie romaine et pour toi le salut ? J'aimerais tant te convaincre de devenir le bienfaiteur de ces deux peuples, plutôt que le fléau de l'un des deux. » S'ajoute alors une menace. « Si tu persistes à vouloir agresser ta patrie, il te faudra passer sur le cadavre de celle qui t'a mis au monde. » Fin de citation. Cette femme au fort caractère a bien perçu les enjeux et les formule avec lucidité. Je cite : « Si tu es vainqueur, tu seras le mauvais génie de ta patrie,
Et si tu es vaincu, on dira que, pour satisfaire ton ressentiment, tu as attiré les pires calamités sur tes bienfaiteurs et tes amis. » Fin de citation. Le fier général l'écouta alors silencieusement, immobile, comme paralysé. Mais lorsque sa mère et sa femme s'agenouillèrent à ses pieds, il n'en put plus et décida d'abandonner la lutte, de renoncer à sa vengeance. « Tu as vaincu, lui dit-il, et c'est une victoire favorable pour la patrie, mais funeste pour moi. Je me retire, c'est toi seul qui m'as fait céder. » Il repartit, dès le lendemain, à la tête de ses troupes, le cœur lourd, l'âme résignée, déchirée. De retour à Coriolis, capitale des Volsques, certains admirèrent sa vertu, cette décision favorable à la paix. Mais d'autres, et en particulier le général Tullus Attius, jaloux, envieux, lui ordonnèrent de rendre des comptes, l'accusèrent de trahison. Coriolan tenta bien de s'expliquer en place publique, mais ses adversaires se jetèrent sur lui et le tuèrent, sans qu'aucun de ses partisans ne prît sa défense. Ce meurtre ne fut pas approuvé par le plus grand nombre. On se rappelait de son courage, de sa probité, de son sens de l'honneur, des vertus supérieures à la seule autorité. Il eut droit aux honneurs militaires, à une sépulture honorable, ses armes et ses décorations déposées sur son tombeau, celui d'un grand soldat. Un tel drame où se mêlent amour, ambition, vengeance, cruauté, ne pouvait laisser Shakespeare indifférent. Il lui fallait mettre en scène ce personnage valeureux et orgueilleux, autant acteur que victime de son cruel destin. Il en tira l'une de ses pièces les plus intéressantes. Un être obstiné, solitaire, qui suit farouchement sa nature, sans s'inquiéter des conséquences de ses actes, voilà qui intéressa hautement le dramaturge anglais, qui acheva sa pièce en 1607 et lui donna une dimension poétique. Fin psychologue, il voit en lui un personnage complexe, contradictoire, ambigu, doux comme un enfant avec sa famille et ses proches, irascible et intraitable avec ses ennemis, une véritable machine de guerre. Un personnage grandiose et tendu, mais qui n'évolue pas au fil de la pièce, et qui se laisse emporter par ce que Goethe appellera le démonisme, cette puissance d'exister, cette force teintée d'obstination qui devient vite incontrôlable et mène à la destruction. Beethoven admirait profondément Shakespeare, et probablement connaissait-il son Coriolan, drame historique en 5 actes, dont l'action s'échelonne sur les 4 dernières années décisives du héros. En fait, Shakespeare suit assez fidèlement le texte de Plutarque dans les Vies parallèles, mais en bon dramaturge, il développe les figures de personnages souvent à peine esquissés chez Plutarque. Rappelons ici que les Vies parallèles comptaient parmi les livres de chevet de Beethoven, l'Iliade et l'Odyssée, et qu'il lui arrivait fréquemment de les annoter. Il est troublant de constater les similitudes de caractère entre le général romain et Beethoven. Tous les témoignages, mais aussi sa correspondance, attestent d'un certain nombre de travers communs entre les deux hommes. Un tempérament sanguin, coléreux, une susceptibilité démesurée, une nature tourmentée, obstinée, insociable, un certain mépris pour le peuple. Son comportement avec son personnel de maison, qu'il traitait de canaille, en atteste. Vitalité et robustesse de tempérament également. Une scène qui se déroula au domicile de l'un de ses plus généreux protecteurs, le comte Lichnowsky, en 1806, en dit long sur son caractère coléreux, irascible. Alors que le prince
voulait lui ordonner de jouer quelque chose au piano pour ses invités, Beethoven s'y refusa tout net, ce qui occasionna une scène entre les deux hommes. Son élève Ferdinand Ries témoigne, je cite, « Sans le comte Oppersdorff et quelques autres, on en serait venu à une rixe brutale, car Beethoven avait empoigné une chaise et allait la briser sur la tête du prince, qui avait fait enfoncer la porte de la chambre de Beethoven, où ce dernier s'était verrouillé. Heureusement, Oppersdorff se jeta entre eux. » Fin de citation. Il faut toutefois rappeler que Beethoven pouvait également se montrer plein de compassion pour les abîmés de la vie et les personnes en souffrance. À Vienne, il organisa des concerts au bénéfice des pauvres et des veuves de guerre. Il se montra extrêmement doux et généreux avec certaines personnes qui trouvaient grâce à ses yeux. Il passera bien, au fil des années, d'une soif d'héroïsme à une aspiration profonde à la paix de l'âme. Mais, comme Coriolan, convaincu de son immense valeur, il ne doute pas. Il serait donc exagéré de parler d'identification de Beethoven à ce personnage. D'autant qu'alors que Coriolan reste enfermé sur lui-même et dans ses convictions, sans aucune appétence pour les arts, la culture, Beethoven, grand lecteur, adhère aux idéaux des Lumières et croit en l'idée de perfectibilité de l'homme. Il se trouve que Beethoven connaissait bien un dénommé Heinrich Joseph von Collin, appartenant à la même génération, car né en 1771, c'est-à-dire un an après lui. Juriste, conseiller au Lick, von Collin était aussi dramaturge, et ses pièces de théâtre rencontraient un certain succès à Vienne, au point que certains le considéraient comme une sorte de Schiller viennois. En 1802, s'inspirant de Plutarque, il écrivit une pièce intitulée Coriolanus, qui sera jouée à plusieurs reprises au Burgtheater de Vienne. Beethoven l'estimait beaucoup et aimait échanger avec lui. Cette pièce restera à l'affiche jusqu'en 1805 et sera reprise en avril 1807. Il est intéressant de noter que le beau-frère de Mozart, Joseph Lange, y tenait le rôle titre. En adepte des Lumières, von Collin tire la pièce vers une sorte de discussion philosophique, éthique, qui tourne autour du thème de la liberté de l'homme et de ses limites, imposées par la société. On s'éloigne ainsi de la tragédie humaine dépeinte par Shakespeare, qui voyait en Coriolan un homme admirable à bien des égards, mais emporté par un orgueil démesuré et destructeur. Collin écrit un monodrame, avec moins de personnages, et surtout, au-delà des personnages, met en scène deux principes éthiques opposés, inconciliables. D'un côté, la morale guerrière, virile, cloisonnée de Coriolan. De l'autre, la morale de la société civile, en l'occurrence celle qui régnait alors chez les plébéiens, largement majoritaire pendant la République romaine. Coriolan ne faisant que suivre ses instincts, ses convictions, aucune autre voie ne pouvait s'offrir à lui. Il ne veut pas les voir, et se trouve donc dans une impasse qui le mènera au suicide. C'est qu'il préfère sacrifier sa vie que sa libre volonté. À cet égard, la pièce de von Collin s'inscrit dans l'esprit du contrat social de Rousseau. L'homme qui ne se conforme pas aux plus hautes lois de la société des hommes court à sa perte. Tout cela est bel et bien, mais la question qui doit nous occuper est de savoir qui, de Plutarque, de Shakespeare ou de von Collin, a réellement inspiré la musique de Beethoven. Nous avons vu que les vies parallèles de Plutarque figuraient parmi ses livres de chevet. Il devait donc avoir lu le chapitre consacré à Coriolan. Nous savons également que la pièce de Shakespeare n'était alors que très peu connue en terre allemande. Il est donc probable que Beethoven ne la connaissait pas ou qu'il en ait simplement vaguement entendu parler. Beethoven comptait von Collin parmi ses proches, mais il est intéressant de noter qu'il compose cette ouverture en 1807, alors que la pièce avait disparu de la scène viennoise 2 ans auparavant. Autre indice troublant, très vite sur la partition, il raye la mention zum Trauerspiel, pour la tragédie, comme s'il voulait s'extraire de toute référence explicite au drame de son ami von Collin.
Jamais cette ouverture ne fut jouée avant une représentation, mais elle fut créée lors d'un concert qui eut lieu dans le palais du prince Lobkowitz, à Vienne, en mars 1807. En fait, ce qui fascina Beethoven dans cette histoire de Coriolan n'est pas clair. Certains ont voulu voir dans le thème A, d'une grande violence, la colère sauvage du général romain. Et dans le thème B, tendre et lyrique, les supplications de sa mère et de son épouse. Mais rappelons que la musique n'est jamais descriptive, et ce genre d'allégation, plausible, apparaît bien arbitraire. Dans la 6e symphonie pastorale, Beethoven insiste bien sur ce point. Il ne s'agit pas pour lui de décrire la nature, mais d'exprimer ses ressentis, ses émotions, au contact de la nature. À l'image des nombreux et lourds silences qui émaillent son ouverture, du début à la fin, l'œuvre, comme toutes les grandes œuvres, reste énigmatique. Certes, la structure même de cette ouverture, les moyens musicaux mis en œuvre, dépeignent remarquablement les souffrances de Coriolan, ses tensions internes, les excès de son caractère et le tragique de sa destinée. En moins de 10 minutes et 314 mesures, Beethoven exprime musicalement la quintessence, l'essence même du drame. Comme l'écrit le musicologue allemand Paul Becker en 1919, le compositeur se détache du déroulement extérieur du drame pour se concentrer sur l'action intérieure, sur ces forces antagonistes qui finiront par venir à bout du héros. Mais à ce stade, il nous faut émettre une hypothèse qui rend cette œuvre encore plus poignante. Il nous semble en effet que Beethoven s'y dépeint lui-même, que cette ouverture est une sublime description musicale de son drame intime, qu'elle reflète parfaitement les tensions qui l'ont traversé, meurtri tout au long de sa vie. Ces lettres, les témoignages, concordent tous et décrivent un être en tension, quasi permanente, entre deux pôles opposés, antagonistes. La résignation et la volonté, la tristesse et la joie. Romain Rolland, dans son livre Beethoven, les grandes époques créatrices, en 1937, écrit, je cite, « Au point de départ, il y a toujours dans les grandes œuvres de Beethoven un débat tragique de l'esprit, qui est lui-même provoqué par telle circonstance précise de sa vie. » Fin de citation. Il évoque, Romain Rolland, une énergie concentrée, une tension forcenée, et ajoute, je cite, « Cette unité de fer, dans la passion au paroxysme, est surhumaine. On serait tenté de dire, parfois, inhumaine. Et c'est le propre du génie de Beethoven. » Fin de citation. Poursuivons plus avant avec Romain Rolland, et nous allons peut-être comprendre le sens profond de cette ouverture de Coriolan. Je cite, « Ce qui caractérise la musique de Beethoven, c'est le combat entre deux éléments, une monumentale dualité. » Fin de citation. Il ajoute, et là on entre au cœur de notre sujet, je cite, « Dans cet esprit de tempête, brûlant, volontaire et tendu, deux formes de la même âme, deux âmes en une, mariées et opposées, parlent inégalement au cœur. L'une commande et opprime, l'autre se débat et gémit. Mais les deux adversaires, le vainqueur et le vaincu, sont également nobles. » Fin de citation. Il évoque un combat herculéen entre l'âme et le destin. Ce combat qui caractérise si bien ce que l'on a appelé la seconde période de Beethoven, la période dite héroïque.
Il n'entre pas dans le cadre de ce documentaire d'entrer dans le détail de l'analyse musicale de cette ouverture, véritable condensé de l'art beethovénien, une œuvre emblématique. Les plus grands chefs d'orchestre, Wilhelm Furtwängler, Arturo Toscanini, Otto Klemperer, Erich Kleiber, son fils Carlos, en ont gravé des enregistrements inoubliables. Notons tout d'abord que Beethoven respecte ici la forme sonate, avec une introduction, une exposition, un développement, une réexposition et une coda, une conclusion. Le tout avec un sens inouï de la concision, une sorte de fulgurance. Le musicologue et compositeur André Boukoureletchiev évoque, je cite, un temps musical que Beethoven parvient à rendre incandescent, irrépressible, une économie de l'énergie à nul autre pareille. La plupart des grands compositeurs, de Joseph Haydn à Dimitri Shostakovich, se conformèrent à la forme sonate, en l'adaptant parfois. Elle repose sur le contraste entre deux thèmes, ou groupes de thèmes, qui chez Beethoven s'inscrit dans une dialectique particulière, celle d'un conflit entre deux forces, au sein duquel, comme le dit Romain Rolland, il parvient à y faire tenir sa fièvre et ses ouragans. Ici, dans cette ouverture de Coriolan, dans la tonalité sombre d'ut mineur, ce conflit est si violent, implacable, qu'il aboutit à la désintégration du premier thème, celui du héros. Dans un flux musical irrépressible, d'une puissance évocatrice exceptionnelle, nous assistons, et nous participons en tant qu'auditeurs, à un véritable drame, sombre et terrible, celui de ce général romain en détresse, mais surtout celui de Beethoven lui-même. Écoutons d'abord le tout début. Il s'agit d'une introduction de 14 mesures, tendue à l'extrême, violente, implacable. 3 accords fortissimaux, en unisono, se succèdent, dans un ut mineur sourd et effrayant, suivi chacun d'un silence de mort. C'est un grondement sombre, nous dit le musicologue allemand Adolf Bernhard Marx en 1902, qui, sourd du poitrail du héros, et qui se manifeste par des coups de tonnerre, qui se déchargent sous forme d'accords semblables à des éclairs. Le décor est planté. Un grand événement tragique va se dérouler en l'espace d'une dizaine de minutes à peine. La narration démarre ensuite. Le premier thème apparaît, allegro con brio. E.T.A. Hoffmann en a bien saisi le caractère, je cite. « Il porte l'empreinte d'une inapaisable inquiétude, écrit-il, d'une nostalgie que rien ne peut étancher. » Il ajoute « Il porte indéniablement la marque de l'esprit de Beethoven. » Ce premier thème haletant, inquiet, obstiné, se présente d'abord au violoncelle, accompagné des violons puis des altos. Le rythme s'accélère progressivement, le son s'intensifie, la tension également, crescendo, fortissimo. Un galop tragique, à la pulsation désespérée. Le motif, en triple croche, devient de plus en plus haletant, haché, saccadé, avec ses sforzando, des cordes basses à chaque mesure. Cette course à l'abîme, cette souffrance teintée d'angoisse, est-elle celle de Coriolan ou de Beethoven lui-même ?
Et ce thème B, l'un des plus beaux de toute l'œuvre de Beethoven, si tendre, si noble, si émouvant, ne sort-il pas directement du cœur de Beethoven ? Certains voient en ce thème si sublime la supplication de la mère et de l'épouse de Coriolan aux portes de Rome. Mais rappelons que dans le récit de Plutarque, puis dans la pièce de Shakespeare, la mère de Coriolan apparaît comme une femme forte, voire autoritaire, qui partage le même orgueil que son fils, ainsi que le même mépris de la plèbe. Pour donner l'assaut à ta patrie, il te faudra passer sur le cadavre de celle qui t'a mis au monde, lui dit-elle. On fait mieux en matière de tendresse. D'autres analysent ce thème, doux et tendre, comme les traits humainement aimables de la nature de Coriolan, la douceur de ses sentiments, cachée derrière la rudesse et la dureté inflexible de son caractère. Sa mère étant la personne la plus chère qu'il ait au monde, on peut penser que ses suppliques le bouleversent et l'empêchent de poursuivre son projet de vengeance. Et si ce thème B exprimait plus profondément encore l'immense désir d'amour de Beethoven, lui-même, cette autre partie de son âme dont parle Romain Rolland, celle qui aspire à la paix et à l'amour partagé, celle qui s'exprime dans sa lettre à l'immortel bien-aimé. Dans son journal intime du 27 juillet 1818, il écrit « L'amour, uniquement l'amour, oui, seul il peut rendre ta vie plus heureuse. Ô Dieu, laisse-moi la trouver enfin, celle qui rendra plus forte ma vertu, celle qui me sera permis de faire mienne. » Romain Rolland, dans son livre, dans le tome 3, nous donne une clé de compréhension de cette ouverture. Je cite « Ce combat qu'il livre, nous tous nous le livrons. Il est de tous les temps et de tous les pays. Partout, l'esprit de l'homme, l'élan de ses désirs, l'envol de ses espoirs, ses coups d'aile forcenés vers l'amour, le pouvoir et vers la connaissance, se heurtent à une main de fer, la brièveté de la vie, son instabilité, ses forces limitées, l'indifférente nature, la maladie, l'échec, les déceptions. Nous retrouvons chez Beethoven nos défaites, nos souffrances, mais ennoblies par lui, élargies, purifiées. » Fin de citation. Cette main de fer dont parle Romain Rolland ne tarde pas à réapparaître après l'exposition de ce second thème. L'atmosphère s'assombrit, de nouveau. Les sons mineurs prennent le dessus. Les syncopes pressantes chassent toute sensation apaisante. La course haletante reprend. Le premier thème se fait de plus en plus oppressant. La tension s'amplifie, à grand renfort de martèlement des timbales et de sforzando appuyé de tout l'orchestre à contretemps. Très court, tumultueux, le développement fait apparaître un nouveau thème C, constitué par des groupes de 2 notes, séparés par des demi-soupirs qui semblent bien ceux de Beethoven lui-même. Le galop tragique se poursuit, inexorablement. Le flux musical, haché, toujours aussi haletant, dévoré par la passion, l'inquiétude. Cette inquiétude qui se manifeste par des changements de tonalité incessants.
sol mineur, fa mineur, la bémol majeur, ré bémol majeur. On croit entendre cette force qui commande et opprime, nichée au plus profond de l'âme de Beethoven, ce combat herculéen entre l'âme et le destin qu'évoque magnifiquement Romain Rolland. La réexposition constitue un véritable coup de maître de Beethoven, tant sur le plan dramatique que psychologique. Le début de l'ouverture revient en fa mineur, suivi de ces deux groupes de thèmes, auxquels viendra s'adjoindre le troisième thème, celui du développement avant la coda. À l'image du premier mouvement de la 9e symphonie, en ré mineur, le retour du premier thème est encore plus cinglant, plus menaçant. Mais il semble tronqué, instable sur le plan harmonique, comme s'il avait conscience de courir à sa perte. Le second thème, cette fois en ut majeur, essaiera bien de s'affirmer, mais les forces négatives le répriment à nouveau. Cette réexposition s'interrompt brutalement, avec une forte secousse en ré bémol majeur, suivie d'un silence sépulcral. Le destin de Coriolan est scellé. Celui du Beethoven du premier mouvement de la 5e symphonie, elle aussi en ut mineur, semble revenir en écho. Dans la coda, la conclusion,
Le thème doux et tendre se fait alors entendre de nouveau, en ut majeur. Mais tel un avertissement, une menace, il est vite modulé en mineur et écrasé par le retour des forces violentes du début de l'œuvre. On atteint là le cœur du drame, l'ultime combat entre la tendresse et la révolte, entre l'âme et le destin. Ce destin qui frappe une dernière fois et qui va terrasser le héros. Le thème se dissout. Quelques phrases hachées. La plainte des violoncelles. Puis le morceau expire. Sempre più piano, indique Beethoven, sur la partition. Il sombre dans les profondeurs qui le reçoivent silencieusement. Ainsi s'achève cette ouverture, véritable miracle de concision et de puissance évocatrice. Au-delà de la colère, de la rage exprimée dès le début, cette musique semble être un épanchement, qui bien au-delà de la figure historique de Coriolan, semble refléter les tensions présentes au plus profond de l'âme de Beethoven lui-même, entre l'angoisse et la volonté, le doute et le pouvoir créateur, la révolte contre le destin et la tendresse d'un cœur noble. Du début à la fin, les silences marqués y apparaissent comme l'un des motifs directeurs et confèrent à cette œuvre sa dimension métaphysique. Le matériau musical, d'une grande simplicité et lisibilité, avance, implacablement, inexorablement, inéluctablement, comme dans un élan crispé, plein de tensions et d'éclats furieux. On note la richesse de l'instrumentation, la puissance que Beethoven parvient à donner à son orchestre, des sonorités profondes et terrifiantes, le sens de la narration et du suspense. En avance sur les romantiques, Berlioz et Franz Liszt, Beethoven nous dévoile les ressorts profonds de son drame intime et compose l'un des premiers poèmes symphoniques de l'histoire de la musique. Dans son livre consacré au compositeur, André Boukoureletchiev pose la question suivante. Pourquoi la musique de Beethoven nous arrache-t-elle si puissamment à nous-mêmes ? L'ouverture de Coriolan en fournit la plus sublime des réponses.